Imaginez un monde entier courant vers le centre de la scène, se disputant le projecteur, se poussant pour parler plus fort, se montrer davantage, prouver davantage. Maintenant, imaginez que, tandis que tous se débattent pour attirer l'attention, la personne qui décide réellement du destin de cette foule se tienne dans un coin, là où la lumière ne l'atteint pas, observant en silence. Elle ne cherche pas les applaudissements. Elle ne tente pas de convaincre. Elle attend simplement, et lorsqu'elle bouge, il n'y a pas de bruit, seulement des conséquences. Si Niccolò Machiavel était vivant aujourd'hui, il serait cette figure. Il n'y aurait pas de publications quotidiennes, pas de discours enflammés sur les réseaux sociaux, pas cette obsession de construire une autorité qui anime tant de gens. Il ne se mettrait pas en avant, mais laisserait tout le monde croire qu'il ne joue même pas. Et c'est précisément pour cela qu'il gagnerait. Dans un monde qui récompense la visibilité, le véritable pouvoir résiderait dans la capacité d'être oublié, jusqu'au moment exact où il n'est plus possible de réagir. Réfléchissez à la manière dont cela fonctionnerait. Il entrerait dans une pièce sans se presser, laissant les autres remplir l'espace avec leurs voix et leurs gestes exagérés. La conversation serait dominée par ceux qui veulent prouver quelque chose. Les blagues, les faits, les histoires, tout serait déversé à un rythme frénétique, comme si chaque seconde de silence représentait un risque de disparaître. Et là, dans le coin, il resterait immobile, le regard presque absent, comme s'il était à peine intéressé. Certains l'ignoreraient, d'autres le jugeraient faible. Et c'est précisément à ce moment-là que le jeu commencerait. Pendant que tous s'efforcent d'impressionner, il révèle plus qu'il ne le devrait. Il raconte des histoires qu'il n'avait pas besoin de raconter, expose des insécurités déguisées en confiance, livre leurs armes sans s'en rendre compte. Et lorsque l'énergie commence à baisser, quand tout le monde pense avoir tout montré, il parle. Pas beaucoup. Peut-être une phrase, peut-être deux, mais juste assez pour relier des points que personne n'avait vus. C'est comme si un rideau tombait sur la pièce, et soudain, tout le monde comprend que le contrôle n'appartenait pas à celui qui parlait le plus, mais à celui qui écoutait le mieux. C'est l'art de se laisser sous-estimer, non pas par insécurité, mais par calcul. Quand les gens croient que vous ne représentez pas une menace, ils baissent leur garde, ils ouvrent des portes, ils montrent leurs failles, et à ce moment-là, il est déjà trop tard pour se protéger de ce qui va suivre. Mais le silence n'est pas la seule arme. Il y a quelque chose d'encore plus dangereux, la capacité à sembler irrésistiblement digne de confiance. Dans le monde d'aujourd'hui, ce n'est pas la vérité qui déplace les foules, mais la perception. Peu importe à quel point quelqu'un est pur ou juste, s'il ne sait pas façonner la manière dont il est perçu, il sera balayé. Machiavel le comprendrait mieux que quiconque. Il ne dépenserait pas son énergie à prouver son intégrité. Il la consacrerait à modeler son illusion. Un sourire calculé au bon moment, un compliment qui paraît spontané, un geste de soutien qui crée une dette invisible. C'est dans cet intervalle entre ce que vous êtes et ce que vous paraissez être que la manipulation s'épanouit. Et voici une subtilité que la plupart ignorent. Conquérir la sympathie d'un ennemi est plus précieux que celle d'un allié. Les amis ont déjà des raisons de vous faire confiance. Les ennemis, non. Lorsqu'un adversaire commence à penser qu'il s'est peut-être trompé à votre sujet, il baisse sa garde d'une façon qu'il n'aurait jamais eue avec quelqu'un qu'il considère déjà comme proche. Et c'est dans cette fissure que vous plantez la graine qui, un jour, fera tomber tout le mur. Mais le jeu ne s'arrête pas là. L'esprit humain est obsédé par la clarté. Il veut des réponses, des définitions, des étiquettes. Il déteste le flou, l'incertain, l'imprévisible. C'est précisément pour cela que l'incertitude peut devenir une prison. Si vous parvenez à devenir une énigme, si parfois vous êtes chaleureux et parfois distant, si vous souriez quand on s'attend à ce que vous vous irritiez et si vous vous taisez quand on s'attend à ce que vous parliez, vous créez autour de vous un champ de force invisible. Les gens commencent à graviter autour de vous pour essayer de vous décoder. Ils interprètent chaque geste comme s'il s'agissait d'un code. Ils cherchent du sens même dans le silence. Et dans ce processus, ils pensent à vous plus qu'à quiconque. Cette présence fantomatique est puissante, car elle ne demande pas d'efforts constants. Vous n'avez pas besoin d'apparaître tout le temps, juste assez pour garder le mystère vivant. Un jour, vous répondez avec générosité. Le lendemain, vous disparaissez sans explication. Aujourd'hui, vous félicitez. Demain, vous êtes froid, non par caprice, mais par contrôle.
L'imprévisibilité oblige les autres à rester en alerte, à essayer de vous anticiper. Et plus ils essaient de prévoir, plus ils se retrouvent prisonniers de votre rythme. Maintenant, pensez au nombre de fois où vous êtes déjà resté bloqué à essayer de comprendre une personne de ce genre. Au nombre d'heures que vous avez déjà perdues à tenter de deviner pourquoi quelqu'un a agi d'une certaine manière ou n'a pas agi du tout. Peut-être, sans le réaliser, avez-vous déjà été manipulé ainsi. Peut-être l'êtes-vous en ce moment. Ensemble, ces trois forces, être sous-estimé, le charme calculé et l'ambiguïté volontaire, forment un triangle de pouvoir silencieux. Un cycle qui commence en laissant les autres se dévoiler, passe par les impliquer émotionnellement jusqu'à ce qu'ils veuillent croire en vous, et se termine en les emprisonnant dans l'obsession de comprendre quelque chose qui ne sera jamais totalement révélé. Ce n'est pas un coup rapide. C'est une chaîne qui se referme lentement, si lentement que la victime ne remarque pas le moment où elle n'a plus le choix. Et le plus inquiétant, c'est que cela n'appartient pas seulement aux princes de la Renaissance ou aux magnats intouchables. C'est autour de vous, dans les couloirs du travail, dans les conversations familiales, dans les cercles sociaux où il y a toujours une personne qui ne montre jamais tout, mais qui, d'une manière ou d'une autre, sait toujours plus qu'elle ne devrait. La différence, c'est que lorsque cette technique est utilisée par quelqu'un de réellement discipliné, il n'y a aucun moyen de s'échapper sans s'en rendre compte. Peut-être, pendant que vous lisez ceci, quelqu'un autour de vous est en train de vous faire exactement cela. Peut-être que le sourire que vous avez reçu hier n'était pas seulement de la sympathie. Peut-être que le silence lors de la dernière réunion n'était pas du désintérêt. Peut-être que ce changement d'humeur a été mesuré avec la précision d'un bistouri. Et peut-être, juste peut-être, vous ne vous en rendrez compte que lorsque cette personne décidera enfin de bouger. Quand on parle d'influence et de pouvoir, beaucoup de gens pensent à des gestes grandioses, à des déclarations publiques, à des démonstrations explicites de force. Mais si l'on observe attentivement, on se rend compte que les véritables maîtres du contrôle ne se préoccupent pas de ce qu'ils font devant les caméras, mais bien de ce qu'ils contrôlent en dehors de leur portée. Il est facile de tomber dans le piège qui consiste à croire que dominer signifie être toujours présent, toujours en action, toujours visible. Mais la vraie force, celle qui façonne les comportements et les décisions sans avoir besoin d'imposition directe, naît précisément du contrôle de ce que les autres peuvent voir, et surtout de ce qu'ils ne verront jamais. C'est là que le jeu change de niveau, car il ne suffit plus de créer une image ou un mystère autour de soi, il faut aussi gérer le champ visuel et mental des personnes qui nous entourent. Pensez comme un illusionniste. Le tour ne fonctionne pas parce qu'il cache le mouvement, il fonctionne parce qu'il guide vos yeux vers le mauvais endroit. Et pendant que vous êtes fasciné par une main, c'est l'autre qui construit la magie. Dans le jeu du pouvoir, c'est exactement la même chose. Aujourd'hui, la plupart des gens sont trop occupés à montrer leurs coulisses. Ils publient chaque étape d'un projet, partagent chaque victoire, chaque obstacle, chaque détail de la façon dont ils sont arrivés là. Ils croient que la transparence totale engendre la confiance. Mais il y a un coût invisible à cela. Plus ils montrent le processus, plus ils donnent de munitions à ceux qui pourraient prévoir, bloquer ou saboter leur prochain pas. C'est comme jouer aux échecs avec l'échiquier tourné vers l'adversaire, en lui montrant vos pièces, vos plans et même vos hésitations. Celui qui comprend la valeur du silence stratégique, en revanche, ne se contente pas de retenir l'information. Il contrôle ce qui fuit. Il peut montrer un résultat, mais ne laisse jamais voir tout le chemin qui y mène. C'est comme un restaurant qui présente au client un plat parfait, mais garde la cuisine derrière des portes fermées. Vous pouvez essayer de deviner la recette, mais vous n'aurez jamais la certitude absolue. Et cette incertitude est un atout immense. Je me souviens d'un collègue qui travaillait dans le secteur technologique, doté d'une intelligence presque déconcertante. Alors que les autres membres de l'équipe publiaient sur LinkedIn chaque nouvelle certification, chaque formation, chaque fonctionnalité apprise, lui restait silencieux. Il ne disait jamais exactement sur quoi il travaillait. Il ne mettait pas à jour son statut. Il ne commentait pas les délais. Mais, soudain, il apparaissait en réunion avec des solutions prêtes à des problèmes que tout le monde était encore en train de comprendre. Personne ne savait vraiment d'où venait cette avancée, et cela le rendait impossible à anticiper. Dans l'entreprise, des rumeurs ont commencé à circuler. Il doit avoir accès à des informations privilégiées. Il a des contacts que nous ne connaissons pas,
Il en sait plus qu'il ne le dit. Et il ne confirmait ni ne démentait jamais. Il se contentait de sourire. Peu à peu, cette aura a fait de lui la personne que tout le monde consultait avant de prendre des décisions. Non pas parce qu'il s'imposait, mais parce qu'il contrôlait le flux de perception. Voilà le point essentiel. Quand vous contrôlez ce que les autres voient, vous n'avez pas besoin d'expliquer quoi que ce soit. Ils construisent leur propre récit. Et vous pouvez modeler ces récits avec des doses calculées d'informations. Trop montré, affaibli. Trop peu montré, de manière aléatoire, génère de la méfiance. Mais montrer juste assez pour donner l'impression qu'ils savent qui vous êtes, cela construit une confiance fragile, facile à manipuler. Et c'est là qu'intervient l'une des techniques les plus subtiles et puissantes, l'imperfection contrôlée. Si vous paraissez parfait tout le temps, vous risquez de devenir prévisible, et la prévisibilité est la voie la plus rapide vers l'oubli. Mais si, de temps à autre, vous laissez échapper quelque chose qui ressemble à une faille, une vulnérabilité, un moment d'inattention, vous créez une fissure intrigante. Il ne s'agit pas d'une véritable erreur, mais de quelque chose qui semble suffisamment humain pour créer un lien. C'est comme l'homme politique qu'on photographie en train de manger un sandwich dans la rue, ou le dirigeant qui raconte une histoire personnelle lors d'une présentation. Cela paraît spontané, mais c'est planifié pour rendre l'image plus vivante. Pensez à la fréquence avec laquelle cela apparaît dans la vie quotidienne. La collègue qui, la plupart du temps, est impeccablement organisée, mais qui un jour arrive en retard et rit d'elle-même. Le patron qui garde une posture rigide, mais qui, à un moment précis, fait un commentaire plus personnel, révélant un côté inattendu. Ces moments ne sont pas toujours des accidents. Souvent, ils font partie d'un jeu psychologique destiné à créer de la proximité tout en renforçant l'autorité. Vous vous sentez plus à l'aise avec eux, et en même temps, vous continuez à ne pas connaître la totalité de ce qui se passe en coulisses. Ce mélange de proximité et de distance est enivrant pour l'esprit humain. Il donne envie aux gens d'en savoir un peu plus, comme s'il y avait toujours quelque chose de nouveau sur le point d'être révélé. Et pendant qu'ils poursuivent cette complétude, ils suivent en réalité le rythme que vous imposez. Un autre exemple, j'ai connu un entrepreneur qui, délibérément, ne parlait jamais de ses affaires en cours. Chaque fois que quelqu'un demandait, il déviait sur de vieilles histoires, des projets passés ou des anecdotes amusantes d'il y a des années. Ceux qui le connaissaient avaient l'impression de bien connaître sa trajectoire, mais, en réalité, ils n'avaient aucune information concrète sur ce qu'il faisait à ce moment précis. Résultat, il pouvait se déplacer librement, négocier et conclure des accords sans que la concurrence ne sache même sur quel terrain il jouait. Lorsqu'il annonçait enfin quelque chose, c'était toujours une surprise pour tout le monde. Et comme personne n'avait vu le mouvement se produire, le récit semblait magique. Il est apparu de nulle part, et il a réussi ça. Mais ce n'était pas de nulle part. C'était invisible. Et c'est là que cela se connecte à votre vie. Peut-être que vous n'êtes pas un homme politique, un PDG ou un stratège d'entreprise. Mais cela ne signifie pas que cette logique ne s'applique pas à vous. Pensez à vos réseaux sociaux, à vos groupes d'amis, à votre environnement de travail. Avez-vous remarqué comme certaines personnes parlent toujours de leurs projets en détail, et comme ces projets se réalisent rarement? Pendant ce temps, d'autres ne disent rien et apparaissent soudainement avec des résultats concrets. Vous devez choisir de quel groupe vous voulez faire partie. Dans un monde où tout le monde partage chaque étape, l'avantage stratégique réside dans le fait de ne pas être prévisible, de ne pas livrer le scénario de votre vie avant la première. Plus vous livrez de détails, plus vous cédez de contrôle. Plus vous cédez de contrôle, plus il est facile pour les autres d'interférer, de copier ou de bloquer vos actions. Commencez à penser comme un réalisateur de cinéma. Que doit voir le public pour être captivé? Que faut-il laisser de côté pour créer du suspense? Que faut-il révéler seulement au bon moment pour provoquer un impact? Cela exige discipline et patience, mais l'effet est cumulatif. Les gens commencent à comprendre qu'ils ne peuvent pas vous anticiper. Et cela change complètement la façon dont ils interagissent avec vous. Et avant que vous ne pensiez que c'est trop froid, comprenez ceci. Il ne s'agit pas de manipuler par malveillance, mais de protéger ce qui vous appartient jusqu'à ce qu'il soit suffisamment fort pour affronter l'exposition. C'est comme prendre soin d'une plante fragile. Vous ne la mettez pas en plein soleil le premier jour. Vous la gardez dans un endroit protégé,
la laissant pousser jusqu'à ce qu'elle puisse fleurir sans être détruite par le vent. Si vous commencez à appliquer cela maintenant, vous remarquerez rapidement des changements subtils mais importants. Moins de personnes donneront leur avis sur ce que vous devez faire. Moins de sabotage déguisé en conseil. Plus d'impact lorsque vous déciderez enfin de montrer ce que vous avez construit. Et peu à peu, vous réaliserez quelque chose de puissant. L'attention des gens se tournera vers vous, non pas parce que vous vous imposez, mais parce qu'ils ne peuvent pas prédire votre prochain mouvement. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous savez déjà que le prochain mouvement vous appartient. Mais comprendre ne suffit pas. Il faut agir. Regardez votre vie aujourd'hui et demandez-vous, qu'est-ce que je montre sans nécessité? Qui a accès aux coulisses de mes projets? Qui profite du fait d'en savoir trop sur ce que je fais? Coupez l'excès. Choisissez ce qui sera public et ce qui restera dans l'ombre. Contrôlez le focus, guidez le regard, et ne jouez plus jamais avec l'échiquier tourné contre vous. Et si cette conversation a éveillé quelque chose en vous, si elle vous a permis de voir des schémas dans votre travail, vos relations, ou même dans la façon dont vous vous présentez au monde, ne gardez pas cela pour vous. Abonnez-vous à la chaîne dès maintenant et activez la cloche de notification. Dans le jeu du pouvoir, il arrive un moment où contrôler la perception ne suffit plus. Vous pouvez façonner la manière dont les autres vous voient, cacher vos coulisses, créer du doute et du mystère, mais tôt ou tard, quelqu'un cherchera à savoir de quel côté vous êtes. Ils veulent des étiquettes, ils veulent des certitudes, ils veulent savoir si vous êtes un ami ou une menace. Et c'est là que l'avantage change de main. Celui qui donne une réponse perd, celui qui laisse la question ouverte garde le contrôle. Avez-vous déjà pensé que le simple fait de ne pas prendre position peut être plus puissant que de choisir un camp? Dans un monde obsédé par l'idée de savoir où chacun se situe, la neutralité apparente est comme un coffre-fort fermé au milieu d'une pièce pleine de curieux. Tout le monde veut l'ouvrir. Et pendant qu'ils s'occupent à essayer de vous déchiffrer, ils ne voient pas que la vraie partie se joue déjà ailleurs. C'est la logique de celui qui ne se définit pas trop tôt. Chaque geste est un test, chaque silence est un champ de mine. Mais ne confondez pas neutralité et passivité. La différence, c'est que la neutralité est active. Elle sourit à un côté, flatte l'autre, offre de petits signes d'acquiescement sans jamais révéler ce qu'elle pense vraiment. C'est comme le joueur de poker qui, au milieu d'une grosse mise, garde la même expression, qu'il bluffe ou qu'il ait une main imbattable. Et vous, combien de fois avez-vous révélé vos cartes avant d'avoir vu celles de l'autre? Et voici la première rupture de schéma. Et si, au lieu de vous défendre, vous deveniez la personne qui inspire un sentiment de sécurité? Pas une sécurité réelle, une sécurité perçue. Laisser quelqu'un croire que vous êtes de son côté est le moyen le plus rapide de désarmer un adversaire. Ce n'est pas en le confrontant qu'on enlève un obstacle. C'est en lui offrant ce qu'il désire le plus, un faux sentiment de tranquillité. Et quand il se détend, c'est là qu'il perd la partie. Ce n'est pas qu'une théorie. Vous le voyez au travail, quand un collègue, qui ne s'oppose jamais directement, est toujours prêt à aider, jusqu'au jour où il se retrouve à la place que vous vouliez. Vous le voyez dans les négociations, quand l'autre partie semble d'accord avec chacun de vos points, jusqu'à ce qu'une clause dans le contrat final change tout. Vous le voyez dans les relations personnelles, quand quelqu'un semble s'adapter à vos goûts et à vos idées, puis vous retire soudainement le sol sous les pieds, et vous réalisez trop tard que cette proximité n'a jamais été de l'amitié, mais du calcul. Maintenant, arrêtez-vous et réfléchissez. Qui, aujourd'hui, vous traite avec ce mélange de gentillesse et de réserve? Et si, au fond, cette personne ne se rapprochait pas par affinité, mais pour mesurer précisément la distance entre là où vous êtes et là où elle veut aller? C'est là l'essence d'un autre mouvement subtil. Créer une dépendance. Pas par contrainte, mais en offrant quelque chose que la personne ne peut trouver nulle part ailleurs. Cela peut être une compétence, une solution, un soutien émotionnel, une stabilité qu'elle n'avait pas. Au début, cela ressemble à de la générosité, mais avec le temps, cela devient une nécessité. Et que se passe-t-il lorsque vous vous éloignez de quelqu'un qui s'est habitué à dépendre de vous? Le vide est plus grand que la colère. La rupture de schéma ici est simple, mais inconfortable. Et si le plus grand cadeau que vous ayez jamais reçu avait en réalité été une chaîne déguisée? Pensez à ce conseil, cette aide, cette opportunité qui a changé quelque chose pour vous.
Et demandez-vous, que se serait-il passé si, après cela, cette personne avait simplement disparu? Le plus ingénieux, c'est que ce retrait n'a pas besoin de venir avec de l'hostilité. Il peut être silencieux, même poli. C'est précisément l'absence soudaine qui ronge. Celui qui dépendait de vous commence à tout réorganiser autour du trou laissé. Il tente de le combler, mais découvre qu'il n'est pas si simple de remplacer ce qui a été perdu. Et dans ce processus, votre présence, même lointaine, devient impossible à effacer. Mais pour transformer cette absence en arme, il faut quelque chose de plus. La capacité de rendre des services qui ne s'effacent jamais de la mémoire. Le genre de geste qu'on n'oublie pas, qui crée une dette que personne n'admet, mais que tout le monde ressent. Avez-vous remarqué comme certaines personnes, lorsqu'elles vous aident, ne demandent rien immédiatement? Elles laissent passer le temps, vous laissent vous habituer à la liberté, jusqu'au jour où elles rappellent, parfois même sans le dire directement, mais un simple « Tu te souviens de cette fois ?» suffit à rééquilibrer la balance du pouvoir. Et c'est là qu'apparaît un paradoxe dangereux. Les personnes les plus loyales envers vous ne sont pas toujours celles qui vous admirent, mais celles qui se sont déjà trop compromises pour s'éloigner. Quand quelqu'un franchit une ligne morale ou brise une loyauté pour vous avantager, il s'attache à vous, non pas parce qu'il le veut, mais parce qu'il doit se convaincre que cette décision en valait la peine. Cela nous amène à un point que presque personne n'admet à voix haute. Parfois, le meilleur moyen de détruire une alliance est de l'intérieur, pas de l'extérieur. Vous n'attaquez pas directement. Vous plantez un doute, une remarque subtile, une observation qui n'est pas une accusation, mais qui suffit à créer de la suspicion. As-tu remarqué qu'il n'a pas défendu ton idée lors de cette réunion? Ou « C'est drôle comme elle change toujours de sujet quand on parle de toi ». Ces petites étincelles, placées au bon endroit, peuvent incendier des relations entières. Et le plus efficace, c'est que lorsque le feu prend, vous êtes déjà trop loin pour être accusé. Maintenant, la question que vous devez vous poser est, si quelqu'un voulait briser votre cercle de confiance, où serait la première fissure? Car, croyez-moi, tout cercle en a une. Et celui qui sait où chercher n'a pas besoin de force, seulement de patience. Le jeu, à ce stade, est plus lent, plus subtil et plus dangereux. Il exige de vous un type d'attention que la plupart des gens ne sont pas prêts à maintenir. Il ne suffit pas de surveiller les ennemis déclarés. Il faut observer les mouvements doux, les gentillesses calculées, les silences opportuns. Parfois, le coup ne vient pas de celui qui est en face de vous, mais de celui qui est à vos côtés. Et si vous pensez que c'est exagéré, souvenez-vous, tout empire qui est tombé a commencé à se fissurer de l'intérieur bien avant de recevoir le coup final de l'extérieur. Avez-vous déjà remarqué que, bien souvent, les personnes les plus dangereuses dans votre vie ne sont pas celles qui crient, qui s'imposent ou qui cherchent à vous intimider, mais plutôt celles qui, par un simple geste, vous font croire que vous avez besoin d'elles? C'est presque invisible, presque doux. Elles offrent de l'aide quand personne d'autre ne le fait, résolvent un problème qui semblait impossible, se tiennent à vos côtés au moment précis où tout le monde s'est éloigné. Et vous pensez « Je peux avoir confiance. Cette personne est avec moi. » Mais si je vous disais que, bien souvent, ce n'est pas un acte de bonté, c'est un investissement. Le véritable jeu du pouvoir à ce stade cesse de concerner la façon dont vous vous montrez ou dont vous créez des perceptions et devient l'art d'attacher les gens à vous avec des liens si subtils qu'ils les confondent avec de l'affection. Et quand ils réalisent qu'ils sont liés, ils ne se sentent pas enchaînés, ils se sentent protégés. C'est comme un oiseau qui vit si longtemps dans une cage ouverte qu'il oublie qu'il peut voler. Tout commence petit. Un conseil professionnel ici. Une recommandation qui change un résultat là. Une opportunité qui arrive au bon moment. Vous acceptez, vous remerciez et vous continuez. Mais quelque chose change silencieusement. Chaque fois que cette personne intervient en votre faveur, votre sentiment d'indépendance diminue. Vous commencez à la consulter avant d'agir, à vouloir son approbation, à sentir que, sans ce soutien, vos décisions deviennent plus risquées. Et c'est là que la dépendance se forme. Maintenant, pensez à votre vie. Combien de personnes connaissez-vous qui semblent toujours être dans le rôle de sauveur? Et combien de fois, après avoir reçu quelque chose d'elle, avez-vous ressenti une petite pointe d'obligation, même sans demande explicite? Voilà le point. Ce n'est pas la demande qui retient,
c'est le poids invisible de la dette. Le plus ingénieux, c'est lorsque cela devient une stratégie de retrait calculée. Car créer la dépendance n'est que la moitié du plan. L'autre moitié consiste à savoir exactement quand disparaître. Lorsque vous retirez quelque chose à quelqu'un au moment précis où il en a le plus besoin, vous créez un vide que rien ne peut vraiment combler. C'est comme interrompre une chanson en plein refrain ou couper la lumière au milieu d'une scène de cinéma. Peu importe ce qui vient ensuite, la sensation de manque demeure. Ce vide est si puissant parce qu'il transforme les souvenirs en fantômes. La personne qui a perdu quelque chose d'essentiel commence à repasser mentalement chaque détail. Où ai-je fait une erreur? Pourquoi s'est-il éloigné? Aurais-je pu l'éviter? Et pendant qu'elle se débat avec ces questions, vous êtes déjà à 3 pas devant, libre d'agir sans qu'elle ne voie vos véritables intentions. Mais il existe une variation encore plus précise de cette stratégie, la faveur qui ne meurt jamais. Avez-vous remarqué que certains gestes gardent un poids disproportionné dans le temps? Quelqu'un vous aide à un moment critique et peut ne pas en parler pendant des mois, voire des années. Mais quand il le mentionne, ou même laisse simplement le silence le suggérer, l'impact revient avec toute sa force. Une simple phrase comme « Tu te souviens quand je… » peut tourner une clé dans votre esprit. Vous ne voulez pas décevoir cette personne. Vous ne voulez pas paraître ingrat. Et, sans le réaliser, vous commencez à ajuster vos actions pour maintenir ce solde positif. Cela arrive au travail, quand un supérieur mise sur vous devant toute l'équipe et que, par la suite, chacune de vos décisions semble devoir passer par le filtre « ne pas le décevoir ». Cela arrive dans l'amitié, quand quelqu'un vous a déjà défendu dans une situation compliquée et que vous hésitez désormais à le contredire. Cela arrive dans les relations amoureuses, quand un partenaire a fait quelque chose d'aussi marquant que vous sentez devoir compenser indéfiniment. Mais si je vous disais que la loyauté véritable naît rarement d'une gratitude pure, bien souvent, elle est forgée par la complicité et parfois par la culpabilité. Car lorsqu'une personne franchit une ligne morale ou enfreint une règle pour vous avantager, elle s'attache à vous avec des chaînes plus fortes que n'importe quelle promesse. Ce n'est pas seulement ce que vous avez fait pour elle, c'est ce qu'elle a fait pour vous et qu'elle doit désormais justifier. C'est le fameux « nous sommes ensemble là-dedans » qui signifie en pratique « si tu tombes, je tombe avec toi ». Et voici la partie la plus sombre. Vous n'avez pas besoin de forcer qui que ce soit à atteindre ce point. Il suffit de créer les conditions pour que la personne choisisse elle-même de s'engager. Une remarque qui provoque. Une situation où vous ne vous opposez pas à un petit acte de trahison en votre faveur. Un moment où vous laissez simplement la porte ouverte pour qu'elle se compromette. Après cela, l'instinct de préservation fera le reste. Cette logique est la même qui ronge les alliances de l'intérieur. Un groupe uni par des objectifs clairs peut être déstabilisé non pas par des attaques directes, mais par des graines de doute patiemment semées. Une observation anodine comme « c'est drôle comme il ne défend jamais ses idées » ou « as-tu remarqué qu'elle évite certains sujets quand tu es là » peut sembler inoffensive, mais répétée au bon moment, elle commence à créer des fissures. Et quand la méfiance s'installe, elle n'a plus besoin d'aide pour croître. Elle se nourrit toute seule. Et voici une question qui pourrait vous mettre mal à l'aise. Si quelqu'un voulait démanteler le groupe de personnes en qui vous avez le plus confiance, quel serait le point le plus faible? Serait-ce une vieille amitié qui a déjà traversé des conflits? Une divergence d'opinion jamais abordée? Un ressentiment caché? Car la vérité, c'est que chaque cercle de confiance a un maillon vulnérable et que celui qui le trouve n'aura pas besoin de force, seulement de temps. Cette compréhension change la façon dont vous regardez même les relations les plus solides. Tout à coup, vous réalisez qu'un geste d'aide peut être un piège, qu'une démonstration de loyauté peut acheter le silence, qu'une amitié peut être soutenue non par l'affection, mais par la commodité mutuelle. Et c'est inconfortable. Mais mieux vaut voir ce qui dérange que de vivre aveugle au milieu d'un échiquier où vous n'êtes qu'une pièce de plus. L'essentiel est que le véritable pouvoir, à ce stade, ne réside pas dans la domination par la force, mais dans la création de structures émotionnelles et psychologiques qui maintiennent les gens dans votre orbite même quand vous n'êtes pas présent. Vous n'avez pas besoin d'être au centre de la scène pour être le personnage central de l'histoire. Il suffit d'être le point de référence silencieux, celui qui,
même en coulisses, dicte encore le rythme du récit. Et voici le micro-conflit qui vous fera réfléchir jusqu'à la prochaine partie. Et si vous étiez, sans le savoir, déjà pris dans l'une de ces toiles? Et si quelqu'un, en ce moment même, façonnait votre dépendance, calculant le moment de se retirer, et que vous ne vous en rendiez compte que lorsque le vide serait déjà impossible à combler? Vous êtes-vous déjà demandé que, bien souvent, ce qui motive réellement les gens, ce n'est pas l'ambition, mais la peur. Peur de ne pas être accepté. Peur de ne pas être respecté. Peur de ne pas être à la hauteur. La peur est comme une fissure qui traverse la structure de chaque être humain. Certains la cachent bien. D'autres passent leur vie à essayer de la compenser. Mais tous, absolument tous, portent des fractures. Et celui qui apprend à les voir n'a pas besoin de force pour dominer. Il lui suffit de toucher le bon point pour tout faire bouger. Ce que la plupart ne réalisent jamais, c'est que ces insécurités ne se trouvent pas toujours là où elles semblent être. Quelqu'un qui parle trop fort peut chercher à couvrir son propre doute. Quelqu'un qui ne se trompe jamais en public peut être terrifié à l'idée d'être vu comme médiocre. Quelqu'un qui passe son temps à aider les autres peut être désespéré d'obtenir de l'approbation. Et c'est là que le jeu commence vraiment. Au moment où vous cessez de réagir à ce que la personne montre pour commencer à répondre à ce qu'elle cache. Avez-vous remarqué à quel point certaines personnes peuvent devenir irremplaçables pour quelqu'un? Elles ne se proposent pas seulement de résoudre des problèmes concrets. Elles deviennent la voix qui confirme, la validation qui manque, le regard qui comprend. Elles identifient la blessure et se placent comme le seul pansement qui semble fonctionner. Et voici un détail gênant. Lorsque c'est fait avec précision, la personne ne sent pas qu'elle est manipulée. Au contraire, elle a l'impression d'avoir enfin trouvé quelqu'un qui la voit vraiment. Imaginez un leader qui, au lieu de critiquer directement, félicite avec une réserve qui touche une insécurité cachée. Tu t'en sors très bien, surtout pour quelqu'un qui est encore en train de construire sa confiance en soi. Cela ressemble à un encouragement, mais cela plante une graine. Ou un ami qui, en reconnaissant vos efforts, ajoute « Même si tout le monde ne perçoit pas immédiatement ton talent ». Ces phrases n'attaquent pas. Elles se connectent exactement à l'endroit où votre estime de soi n'est pas encore solide. Et soudain, vous commencez à rechercher davantage cette approbation pour combler le vide qu'il a lui-même contribué à agrandir. Maintenant, demandez-vous, combien de vos décisions ont été influencées, non par la logique, mais par le désir de prouver quelque chose à quelqu'un? Combien de fois avez-vous dit « oui » à une demande simplement parce que cette personne semblait croire en vous plus que vous-même? Et si, au fond, ce n'était pas de la croyance, mais une stratégie? Cette technique est dangereuse car elle ne provoque pas de résistance. Une attaque directe vous pousse à vous défendre. Mais lorsque quelqu'un touche votre insécurité avec douceur, presque avec tendresse, vous ne fermez pas la porte. Vous l'ouvrez davantage. Et c'est dans cette ouverture que l'influence s'installe. Plus la personne s'habitue à être validée par vous, plus il lui est difficile d'imaginer un scénario où votre avis n'est pas présent. Mais il y a une couche encore plus profonde. Car il ne suffit pas de voir l'insécurité, il faut décider quoi en faire. Certains l'exploiteront pour affaiblir, d'autres pour garder près d'eux. Les plus sophistiqués l'utiliseront pour créer une loyauté aveugle. Ils transforment le « je dois prouver ma valeur » en « je dois rester proche de cette personne pour continuer à grandir ». Et quand cela arrive, la dépendance cesse d'être pratique pour devenir émotionnelle. Vous avez sûrement vu cela dans les entreprises, lorsqu'un manager découvre un talent chez un employé et le promeut, mais souligne toujours qu'il n'est pas encore prêt pour l'étape suivante. Cet employé passe des années à se modeler pour répondre aux attentes de celui qui semble être son plus grand soutien, sans réaliser qu'il ne recevra peut-être jamais la validation finale. Vous l'avez vu dans les relations personnelles, lorsqu'un partenaire reconnaît vos qualités, mais souligne toujours quelque chose qui pourrait être amélioré. La sensation est que vous êtes presque arrivé, mais jamais tout à fait. Et c'est précisément ce qui maintient le cycle vivant. La rupture de schéma ici est inévitable. Et si vous découvriez que cette vision perçante à votre sujet n'est pas un talent, mais un calcul, que quelqu'un a cartographié vos fragilités et a décidé, consciemment, de les maintenir vivantes parce que c'est ce qui garantit votre présence? Le jeu qui consiste à manipuler les insécurités n'est pas seulement de retenir quelqu'un, c'est de le retenir sans qu'il s'en rende compte. Et l'outil le plus efficace pour cela est le contraste. Montrer du soutien
mais jamais trop. Renforcer la confiance, mais toujours avec une condition. Offrir la liberté, mais entouré de rappels que, sans cette relation, vous n'auriez peut-être pas été aussi loin. C'est le « je crois en toi », suivi d'un « mais fais attention », qui maintient la personne toujours en train de vérifier si elle reste dans les normes que vous avez définies. Le plus impressionnant, c'est que, lorsqu'il est bien exécuté, ce processus ne détruit pas l'estime de soi. Il la façonne. Vous ne voulez pas que la personne se sente inutile. Vous voulez qu'elle se sente presque complète. Assez complète pour être fière, mais assez incomplète pour revenir vers vous. Comme un sculpteur qui laisse son œuvre avec un détail inachevé, sachant que lui seul possède l'outil pour l'achever. Et voici le micro-conflit qui va vous troubler. Est-ce que les personnes qui aujourd'hui vous complimentent le plus et croient en vous souhaitent vraiment votre indépendance ou votre permanence? C'est le type d'influence qui, contrairement à d'autres, survit même à la distance. Car, même lorsque vous n'êtes pas là, l'insécurité demeure. C'est une voix intérieure qui demande « Que penserait-il de cela? Est-ce qu'elle approuverait? Suis-je à la hauteur ?» Et cette voix, nourrie à plusieurs reprises, devient presque indiscernable de votre propre conscience. Quand vous devenez cette voix pour quelqu'un, vous n'avez plus besoin de commander directement. Les décisions qu'il prend portent déjà votre marque. Il défend vos idées, protège votre image, combat vos menaces, non pas parce que vous le lui avez demandé, mais parce qu'il pense que c'est naturel. Vous avez cessé d'être une personne pour devenir un repère. Et maintenant, réfléchissez à la façon dont cela se relie à tout ce que nous avons vu jusqu'à présent. Créer du mystère, contrôler ce que l'on montre de vous, paraître neutre, rendre des services qui attachent, et maintenant, modeler l'esprit de l'autre à travers les fissures qu'il révèle lui-même. Tout converge vers un même point. Lorsque l'autre s'en rend compte, il n'y a plus vous et lui. Il y a une structure où vous êtes la référence invisible. Mais il y a une dernière étape dans cette construction, encore plus troublante. Gardez les mains propres pendant que tout cela se produit. Car, au moment où quelqu'un se rend compte que vous êtes derrière ces changements, le charme se brise. Et la prochaine partie plongera justement là-dedans. Comment manipuler des scénarios entiers, provoquer des chutes, des ascensions et des ruptures, sans qu'on ne puisse jamais prouver que c'était vous. Avez-vous déjà remarqué que les gens ne craignent pas seulement ce qu'ils savent qui va arriver, ils craignent bien plus ce qu'ils ne peuvent pas prévoir. C'est cette incertitude qui ronge de l'intérieur, qui enlève le sommeil, qui fait de chaque pas un risque calculé. Quand personne ne sait quel sera votre prochain mouvement, vous cessez d'être simplement un joueur, et vous devenez une ombre constante sur l'échiquier. Et, dans ce jeu, l'ombre effraie plus que n'importe quelle attaque directe. Imaginez être face à quelqu'un qui ne réagit jamais exactement comme vous l'attendez. Parfois, cette personne répond vite, parfois, elle met plusieurs jours. Un jour, elle semble ignorer une erreur de votre part, et le lendemain, elle réagit à un détail minime. Il n'y a pas de schéma, et c'est cela qui rend fou. Parce que l'esprit humain est programmé pour rechercher la prévisibilité. Il se sent en sécurité lorsqu'il comprend les règles. Mais lorsque les règles changent sans avertissement, la sécurité se dissout. C'est comme marcher sur un sol qui paraît solide, mais qui peut céder à tout moment. Cette imprévisibilité n'est pas du chaos, c'est du calcul. Vous n'agissez pas au hasard. Vous choisissez les moments où vous allez briser le rythme, les moments où vous allez disparaître, les moments où vous allez apparaître avec toute votre force. C'est comme un chef d'orchestre contrôlant la tension d'une musique. Vous augmentez, diminuez, marquez une pause, et lorsque le public croit avoir compris la mesure, vous changez tout. Et cela, plus que toute démonstration de force, inspire le respect, ou plutôt, la peur. Mais voici la première rupture de schéma. Et si je vous disais que vous n'avez pas besoin d'être présent tout le temps pour garder ce contrôle? Que, souvent, la présence la plus puissante est celle que l'on ressent même lorsque vous n'êtes pas là. Ce n'est pas une absence ordinaire, c'est une absence stratégique. Vous laissez une trace si forte de votre impact, si précise dans les moments où vous avez été là, que même en votre absence, les gens agissent comme si vous observiez. C'est alors que votre réputation commence à travailler pour vous. Pensez à un patron qui participe rarement aux réunions, mais qui, lorsqu'il y assiste, change complètement le cours de la discussion. Ou à un ami qui n'est pas présent dans toutes les situations, mais dont l'avis est toujours pris en compte avant toute décision.
C'est la marque laissée par la présence sélective. Elle façonne le comportement même dans le silence. Vous cessez d'être une simple personne pour devenir un facteur à prendre en considération. Et si vous voulez transformer cette présence en quelque chose qui traverse le temps, vous devez comprendre le pouvoir de la peur silencieuse. La plupart croient que menacer est un acte de force, mais c'est en réalité un acte de faiblesse. Parce que la menace révèle l'intention. Celui qui menace donne à l'autre la possibilité de se préparer, alors que le silence, voilà ce qui est véritablement mortel. Quand vous ne dites pas ce que vous allez faire, quand vous réagissez seulement par un regard, une pause, un mouvement subtil, c'est l'imagination de l'autre qui fait le plus gros du travail pour vous. Et voici l'ironie. L'imagination est toujours pire que la réalité. Ce que les gens imaginent que vous pourriez faire est plus paralysant que n'importe quelle action réelle. Vous ne dites pas « je peux te détruire ». Vous laissez filtrer une information minimale, ou vous faites un geste que vous n'achevez pas, et vous laissez le vide dans l'air. C'est dans ce vide que la peur grandit. Mais peut-être que la partie la plus tranchante de cette stratégie est la patience. Car, dans la chaleur du moment, la tentation est de répondre. Quelqu'un vous attaque, vous voulez répliquer. Quelqu'un vous défie, vous voulez montrer votre force. Mais lorsque vous répondez trop vite, vous jouez au rythme de l'autre. Retarder la réponse, c'est prendre le contrôle du temps. Et, dans le jeu du pouvoir, le temps est une arme. Quand vous attendez, quelque chose de curieux se produit. D'abord, l'autre se détend, croyant avoir échappé à la conséquence. Puis il commence à se demander s'il y a vraiment échappé. Ce second moment est le plus cruel, car il n'y a rien de plus épuisant que de vivre dans l'attente d'un coup qui peut ou non venir. C'est le poison lent de l'incertitude. Vous ne vous contentez pas de punir, vous dominez le psychologique. Et lorsque vous agissez enfin, ce n'est plus de la vengeance, c'est une exécution. Propre, calculée, inévitable. Parce que, pendant que l'autre dépensait de l'énergie dans l'anxiété et la vigilance, vous vous renforciez, attendiez le moment où l'impact serait maximal, puis vous vous déplaciez sans laisser d'espace à la réaction. Ce type d'action fait de vous quelque chose que l'on ne craint pas seulement, mais que l'on respecte aussi de façon instinctive. Les gens comprennent qu'ils ne peuvent pas vous prévoir, qu'ils ne peuvent pas se préparer contre vous, et par conséquent, ils commencent à ajuster leur comportement pour éviter que vous ne deveniez un problème pour eux. C'est alors que vous atteignez un point rare, le pouvoir qui s'exerce sans agir constamment. Maintenant, posez-vous la question. Qui dans votre vie occupe déjà cet espace? Qui prenez-vous en compte même lorsqu'il n'est pas présent? Et plus important encore, occupez-vous cet espace pour quelqu'un? Parce que, si ce n'est pas le cas, c'est quelqu'un d'autre qui l'occupe à votre place. C'est là toute la beauté et le danger de cette phase du jeu. Vous ne faites pas que réagir. Vous écrivez les règles invisibles selon lesquelles les autres se déplacent. Et ces règles, une fois intériorisées, continuent de fonctionner, même si vous disparaissez complètement. Mais il y a un dernier niveau qui rend tout cela pratiquement imbattable. Ne plus être vu comme une simple personne, mais comme un système. Quand on cesse de vous identifier seulement à votre visage et que l'on commence à vous identifier à un réseau d'idées, de connexions et d'influences qui continue même sans votre présence physique, vous devenez impossible à effacer. Et c'est précisément sur ce territoire que nous allons entrer dans la prochaine partie. Comment créer quelque chose d'aussi enraciné que, même si l'on tente de vous effacer, on joue encore sur votre échiquier. À la fin, tout se résume à une question que peu ont le courage de poser. Quand le jeu sera terminé, serez-vous rappelé comme celui qui a joué ou comme celui qui a créé les règles? Car tout le chemin parcouru jusqu'ici, depuis l'apprentissage de se cacher en pleine lumière, manipuler les perceptions, créer de la dépendance, modeler les insécurités, jusqu'à contrôler le temps et le rythme des actions, a un objectif plus grand, vous faire passer du statut de simple participant du jeu à celui de devenir le terrain même où il se déroule. Et cette transformation n'a rien de magique. Elle se construit, pierre après pierre, décision après décision, geste après geste. Chaque silence calculé, chaque présence stratégique, chaque faveur accordée au moment exact, chaque absence qui a laissé plus de traces que votre présence n'aurait pu en laisser. C'est comme tisser une toile qui, au début, semble fragile et invisible, mais qui,
une fois terminé, est impossible à rompre sans détruire tout ce qui l'entoure. Arrivé à ce point, vous n'avez plus besoin de vous imposer. Les gens s'imposent eux-mêmes pour vous. Ils ajustent leurs paroles, évitent certains mouvements, repensent leurs décisions. Non pas parce que vous l'avez demandé, mais parce que la simple possibilité de vous contrarier est un risque qu'ils ne veulent pas courir. C'est le pouvoir dans sa forme la plus pure, silencieux, inévitable et auto-alimenté. Mais voici la vérité dérangeante. Bâtir cela demande plus qu'une intelligence stratégique. Cela exige une résistance émotionnelle, car le chemin pour devenir un système vivant d'influence n'est ni rapide ni confortable. Il y aura des moments où l'envie de vous montrer sera presque irrésistible. Des moments où la colère vous poussera à réagir immédiatement. Des moments où l'anxiété vous donnera envie de précipiter le coup. C'est dans ces moments-là que vous vous distinguez des autres, non pas par ce que vous faites, mais par ce que vous choisissez de ne pas faire. Tout au long de ce parcours, vous avez vu que le pouvoir ne réside pas seulement dans ce qui est dit, mais aussi dans ce qui est tu. Qu'une personne peut être physiquement absente, mais mentalement présente dans l'esprit de tous. Que la crainte d'une action indéfinie peut être plus paralysante que l'action elle-même. Que garder les mains propres pendant que tout se met en place à votre avantage est un art si raffiné que, lorsqu'il est maîtrisé, il semble dû au hasard pour celui qui regarde de l'extérieur. Et maintenant que nous bouclons ce cycle, une autre question surgit. Que ferez-vous de tout cela? Car le pouvoir, en soi, n'est ni bon ni mauvais, il ne fait qu'amplifier ce que vous êtes déjà. Si vous êtes guidé par la vengeance, il transformera de petites rancunes en guerres silencieuses. Si vous êtes guidé par l'ambition, il transformera les opportunités en empire. Si vous êtes guidé par une vision, il créera des structures qui vous survivront. Et ce choix n'appartient qu'à vous. Le plus fascinant, c'est que lorsque vous comprenez et appliquez ces principes, vous commencez à voir le monde autrement. Ce qui semblait auparavant être une coïncidence devient un schéma. Ce qui paraissait être une réaction devient une stratégie. Vous vous mettez à lire les gestes, les silences, les changements de ton, comme on lit une carte. Et surtout, vous cessez d'être l'otage des tactiques des autres. Mais il existe un dernier secret que peu admettent. Même le meilleur joueur peut se perdre s'il oublie pourquoi il a commencé à jouer. Car le jeu, ce n'est pas seulement gagner, c'est durer. Il ne sert à rien de tout conquérir si, dans le processus, vous créez un terrain si instable que vous devez passer votre vie à le défendre. La véritable maîtrise est celle où le système que vous avez construit se maintient seul, sans que vous ayez besoin de prouver sans cesse que vous méritez toujours d'être au sommet. Cela referme le cercle. Au début, vous étiez invisible par choix. À la fin, vous êtes inévitable par nature. Vous n'avez plus besoin d'être présent dans chaque décision, car chaque décision porte déjà l'écho de votre présence. Le respect, la crainte, l'admiration, quelle que soit l'émotion que vous avez cultivée, est devenue une partie de l'architecture mentale de ceux qui vous entourent. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous le savez déjà. Ce que nous avons partagé n'est pas un manuel pour n'importe qui. C'est pour ceux qui ont de la discipline, de la patience et une vision à long terme. Pour ceux qui comprennent que le pouvoir ne se construit pas dans le cri, mais dans le murmure qui se répand, silencieux et irréversible. Maintenant, je veux que vous fassiez quelque chose. Ne laissez pas cela mourir comme une vidéo de plus que vous avez vue puis oubliée. Réfléchissez à chaque mouvement, à chaque idée que vous avez reçue tout au long de cette série. Demandez-vous où, dans votre vie, vous pouvez l'appliquer. Demandez-vous aussi qui, autour de vous, l'applique déjà contre vous. Et, surtout, décidez comment vous voulez que votre nom, ou son absence, pèse dans les décisions des autres. Si ce contenu a changé votre façon de voir le monde, s'il a ouvert vos yeux sur un jeu qui se déroule même lorsque personne n'en parle, abonnez-vous à la chaîne maintenant, activez la cloche et laissez un like. Ce n'est pas seulement pour aider l'algorithme, c'est pour vous assurer de recevoir la prochaine pièce de ce puzzle avant tout le monde. Et je veux que vous écriviez en commentaire quelle a été la partie de cette série qui vous a le plus marqué. Quelle stratégie vous avez déjà vue en action ou laquelle vous comptez utiliser. Votre vision peut allumer la lumière pour quelqu'un qui tâtonne encore dans le noir. Merci de m'avoir accompagné jusqu'ici. C'était la clôture d'un cycle, mais pas la fin du jeu. Le prochain contenu portera tout cela à un niveau encore plus profond.
avec des techniques qui non seulement influencent, mais réécrivent le terrain où l'influence se joue. Alors soyez prêts, car, comme vous le savez déjà, celui qui contrôle le terrain contrôle la guerre.